On va parler de fan expérience. J'ai le grand plaisir de recevoir Arthur Perticose. Merci Arthur d'être venu. Merci de m'accueillir. Alors Arthur, c'est le CEO, le directeur général de la K-Corp, la Karmine Corp. J'imagine que certains connaissent et d'autres pas forcément. La K-Corp, c'est une équipe e-sport qui a fait sa réputation autour d'un jeu qui s'appelle League of Legends et qui a la particularité, et on va le voir, et c'est tout l'intérêt d'avoir une énorme et une très belle communauté. Et avec des enjeux aujourd'hui et qui vont résonner avec nos problématiques de club ou de fédération, de transformer cette visibilité en ligne en une visibilité aussi dans le monde réel avec un projet d'Arena, on va en parler, avec des événements. La semaine dernière, c'était le KCX4 avec pas loin de 33 000 personnes à l'U-Arena, c'est ça ? Pas loin de 29. Pas loin de 29. Je suis honnête. Je n'arrondis pas. Un peu moins de 30 000. Et puis avec un modèle économique aussi à construire, avec des chiffres assez impressionnants sur le merchandising, avec la problématique aussi d'être entre deux univers, un univers qu'il connaît très bien, qui est l'univers des startups, et puis un univers du sport, parce qu'on est quand même très proche des problématiques du sport. Tout à l'heure, il me racontait un petit peu des anecdotes aussi sur ses joueurs, et qui sont assez proches finalement de celles que certains d'entre vous peuvent connaître avec les footballeurs, les rugbyman et autres. Donc voilà, donc grand plaisir de recevoir avec nous Arthur. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder pendant 2 minutes l'entrée sur scène de l'événement donc de la semaine dernière pour que vous voyez un petit peu l'ambiance et puis qu'on se rende compte de ce qui se passe, parce que je pense que dans le monde du sport, même s'il y a eu pas mal de mise en avant avec l'équipe, on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe avec un public très jeune et avec de nouvelles pratiques. Bonsoir Paris! Bienvenue pour le show, le plus chaud de tous les shows! Bienvenue pour KCX4! Est-ce que vous avez vu un peu la dynamique? Une particularité que vous n'avez peut-être pas vue sur cette vidéo, c'est qu'Arthur, il entre avec l'équipe et ça fait un peu partie du management qu'il a mis en place, très transparent, et finalement aujourd'hui tu fais partie de l'équipe.
Oui, c'est vrai, on a comme stratégie d'être le plus transparent possible avec la communauté. C'est quelque chose qu'on a hérité des fondateurs qui sont Kameto et Prime, donc deux des plus gros créateurs de contenu français. Donc en fait, c'est assez naturel. En réalité, la question ne se pose même pas. C'est tous ceux qui participent à l'aventure e-sportive rentrent, et puis à la fin du show, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la création du show finissent sur scène avec tout le monde, puisque c'est une fête collective, c'est une fête d'entreprise, et les fans font partie de l'entreprise. Donc au final, il y a très peu de frontières et on essaye d'être en proximité. D'ailleurs, on est un des derniers événements sportifs, voire musicaux, où les joueurs rentrent en fendant la foule, puisqu'on n'a aucune problématique de sécurité, on n'a aucune problématique de risque particulière par rapport à nos joueurs. Il y a des risques de grippe, de Covid et de rhume, donc on finit toujours les KCX très malades, mais maintenant c'est bon, je vous rassure, je vais bien. Mais donc il y a vraiment cette ambiance très familiale et très... C'est notre Super Bowl à nous, c'est une unité commune vécue entre tous ceux qui sont présents sur scène et devant la scène chaque soir de KCX. Tu évoquais une ambiance très conviviale et chaleureuse. Il y a aussi une particularité, c'est que vous avez des ultras. Voilà, mais qui sont des ultras très, très cool, très sympas. Alors oui, bien, ils sont beaucoup plus cool que le cliché des ultras de sport traditionnel et notamment de football. Évidemment, on n'a pas trop de problèmes d'alcoolémie, on n'a pas trop de problèmes de comportement violent, physique. Maintenant, nous, notre problématique qui est très spécifique, c'est les réseaux sociaux principalement, là où justement on subit, du fait de notre proximité, une effervescence d'émotions qui est largement supérieure à ce que peuvent connaître la plupart des clubs. J'ai évidemment pas dire autre chose par rapport au PSG ou à Marseille, puisqu'on est en fait assez similaires, étonnamment, mais ça dépasse le cadre du sportif. Donc on va pas seulement être critiqué sur tel joueur a été nul, tel recrutement est pourri, etc. On va être critiqué sur les visuels, on va être critiqué sur nos tweets, on va être critiqué sur la manière dont on communique sur un match, dont on vanne les équipes adverses. Bref, l'intégralité de ce qu'on fait est analysée. Donc c'est quelque chose qui est assez unique et qui n'est pas unique seulement à la Carmine, mais qui est unique à tout l'univers de l'e-sport, où on sent qu'il y a une application très très forte des fans dans les projets entrepreneuriaux, ce qui oblige en tant que CEO à un rapport qui est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître traditionnellement dans les startups ou même dans les boîtes B2C. C'est assez unique. Par rapport aux autres équipes e-sport, vous êtes celle qui a la plus grosse communauté, je pense, ou il y a encore plus gros que vous? En France, on est ceux avec la plus grosse communauté. Je pense qu'il y a un autre club qui s'appelle Gentlemates, qui a été créé par Squeezie et Gotaga, qui évidemment, avec la puissance de leurs influenceurs, peut-être se rapproche en taille. C'est très difficile de mesurer une communauté parce que nous, on fait que de l'organique. Donc quand vous analysez et comparez nos réseaux sociaux par rapport à ceux d'un club, il faut avoir en tête qu'on n'a pas de direction marketing, on n'a jamais mis 1 euro dans le paid. Donc en fait, tous les chiffres qu'on génère sont purement organiques, ce qui est encore plus impressionnant. Par contre, on est de très loin la communauté la plus engagée. On est assurément dans le top 3 des communautés les plus engagées au monde. Et si on la rapporte à la population, on est numéro 1, parce qu'évidemment, il y a des clubs brésiliens qui sont qui sont pareil un peu dans notre modèle, mais bon, il y a 4 fois plus d'habitants au Brésil qu'en France, donc naturellement, il y a une communauté plus importante. Mais en termes de taux d'engagement, si on n'est pas numéro 1 mondial, on est dans le top 3 de manière assez claire. Tu évoquais la particularité de cette fanbase. Elle est très jeune. C'est quel âge en moyenne? Elle est à la fois très jeune et elle est moins jeune qu'on peut le penser. Parce que naturellement, on va parler des clichés. On se dit fanbase d'un club e-sport, donc c'est masculin quasi exclusivement, et c'est jeune, on va dire presque de l'adolescent ou du jeune adulte. En réalité, on a autant de fans de 18 à 25 que de 26 à 35, ce qui est un peu particulier. Et on a dans notre événement, par exemple le KCX4, entre 25 et 30% de spectateurs présents sur place qui sont des femmes. On a connu une croissance assez explosive sur la cible des fans féminines. On n'a jamais vu autant de femmes au KCX que sur ce KCX4. On en est très heureux. C'est lié à plein d'éléments, du fait qu'on a une équipe féminine, du fait qu'il y a des jeux qui performent très bien, des AAA, comme on dit, donc des jeux majeurs qui fonctionnent très bien sur les femmes comme Valorant, par exemple. Et on arrive petit à petit à passer les frontières du cliché et aussi de, je pense, la peur d'aller dans un événement. On a beaucoup travaillé là-dessus. On travaille aussi avec une association qui aide en tout cas qui nous accompagne dans le fait de mettre en place des infrastructures qui permettent aux femmes de se sentir à l'aise de venir dans des ambiances aussi festives où il y a autant de gens, parce qu'évidemment malheureusement dans les stades il y a beaucoup de problèmes pour les femmes, et donc on travaille là-dessus. On essaye aussi de rajeunir, et on va parler probablement des arènes après, mais on trouve aux arènes, donc notre propre salle à Ivry-Courcouronnes, un public qui est encore plus jeune, où là on arrive à faire venir des familles, donc vraiment des parents avec leurs enfants. Donc chacune de nos initiatives vise à ouvrir les barrières, à casser le plafond de verre du cliché, et on est assez heureux de réussir à faire ça. Sur les chiffres, donc, je crois que Kameto c'est 1,8 million sur Twitch, et puis Prime 1,6 million sur YouTube.
Vous, sur vos réseaux, c'est quoi le nombre d'abonnés pour qu'on se rende un peu compte? Alors, c'est difficile parce que si on agglomère l'intégralité des comptes qu'on a sous gestion, donc les comptes des joueurs, les comptes des joueuses, les comptes des coachs, les comptes des créateurs, etc., on est probablement dans les 10, 15, 20 millions. Parce que par exemple, Kameto, c'est 1,8 sur Twitch, mais là, il est à 600 000 sur TikTok. Il déteste Instagram, donc il doit être à 220. C'est drôle de dire qu'il déteste Instagram, donc il n'est qu'à 220 000. YouTube, il est à 400 plus 400. Donc juste lui tout seul, c'est peut-être 4 à 5 millions. Donc en réalité, si on ajoute tout le monde, on est peut-être même au-dessus des 20-25 millions. Nous, en tant que club, sur Twitch, sur Twitter, on est à plus de 500 000. Sur YouTube, 175. TikTok, 200, 300. Et pareil sur Instagram. Donc en soi, on a des chiffres qui sont en fait relativement raisonnables si on les compare aux mastodontes du sport traditionnel, mais une fois de plus, ils sont organiques, ils ont été créés en 4 ans, le club a seulement 4 ans, et ils sont, très, 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 très engagés. Donc on arrive très facilement à faire des tweets à 15, 20, 30 000 likes, et avoir des vidéos qui passent les 100 000 vues sans faire de grands efforts de communication et de marketing. Tu parlais des arénas, puis on a vu des images du KCX. C'est votre communauté qui demande à vous voir en vrai, ou c'est vous qui, pour des raisons de business model, vous dites il faut qu'on fasse comme le sport traditionnel et qu'on soit dans des lieux physiques? C'est un peu les deux. Si on revient à la base initiale, c'est une idée de Prime de créer le KCX et la marque KCX, donc Karmine Corp Experience, et d'être le premier club à transformer une fanbase digitale en fanbase IRL, donc dans le monde réel. Le premier KCX a été un peu plus difficile à remplir, et ça paraît un peu absurde parce que c'était 3000 places, mais je sais qu'ils ont dû travailler pour le remplir. Là où maintenant on fait 28 000, alors il y a un peu de marketing, mais on ne fait pas de paid une fois de plus, c'est vraiment très organique. Donc en fait on est monté crescendo. Je pense qu'il y a un jeu assez naturel avec la communauté de se challenger. Eux, ils ont besoin d'être surpris. Ils ont besoin de vivre des expériences qu'ils n'ont jamais vécues. Le mot le plus important dans KCX, c'est vraiment expérience. Et ça pousse chaque année à essayer d'aller plus loin. Paris La Défense Arena, on l'a fait 2 fois d'affilée, ce qui est assez impressionnant. Et donc ça pousse à se dire, ok, mais s'il y a un KCX 5, comment on renouvelle le terme expérience par rapport à ça? Et bien sûr, ils sont très en attente. Et ça nous pousse à aller plus loin, comme avec notre propre stade à Évry. Et du coup, tu fais le lien avec ma question, c'est comment on va plus loin? Est-ce qu'il y a un projet de stade en extérieur ou de faire un stade de France? Il y a beaucoup de projets. Je ne vais pas les révéler là tout de suite. Et puis bon, on sort d'une semaine. Voilà. On a un coproducteur, donc je vais déjà aller le voir pour voir l'état des finances après le KCX4. C'est extrêmement coûteux. C'est une soirée à 2 millions d'euros. Donc c'est comme des investissements qui sont colossaux. C'est plus cher qu'un concert de Beyoncé sur une soirée. Hein. Donc c'est énormément. C'est 200 personnes qui travaillent full-time sur le truc. C'est diffusé sur Twitch. On a battu un record du KCX3 de 175 000 spectateurs uniques. Donc c'est plus d'1 million de 175 000 spectateurs en pic. Donc c'est 1 million de spectateurs uniques sur la soirée. Donc c'est assez colossal comme chiffre. Donc évidemment, le but, c'est d'aller plus loin. La question, c'est est-ce qu'il faut garder ce modèle ? Est-ce qu'il faut qu'on passe dans une arène qui est ouverte? Mais est-ce que l'expérience dans une arène ouverte, le bruit qui résonne un peu moins, etc., c'est quelque chose qu'on a envie de vivre? Si oui, c'est où? Qu'est-ce qui est disponible? Est-ce qu'il faut qu'on aille à Lille? Est-ce qu'il faut qu'on aille au Parc des Princes? Est-ce qu'il faut qu'on aille au Stade de France? Enfin, plein de questions. T'as un stade à Dijon, c'est pas le moins commode pour y accéder, donc on peut voir, il faut voir le nombre de places. Mais la question aussi, c'est de savoir est-ce qu'il faut continuer dans un format comme celui-ci. Et donc on a plein d'idées, plein de questions. Ce qui est génial de bosser avec des créateurs de contenu, c'est qu'on ne manque pas d'idées. Pour le coup, ils peuvent se réveiller un matin et avoir une idée qui paraît saugrenue, et puis ensuite quand tu rentres dans les détails, tu dis ouais, en fait c'est charmé, mais juste on ne peut pas le faire tout de suite, donc peut-être qu'on va pouvoir piocher dans ces idées pour un potentiel KCX5. Encore faut-il que j'ai quelqu'un pour le financer, parce qu'on ne peut pas nous se permettre de prendre le risque sur cet événement, 2 millions d'euros sur une soirée, ne serait-ce qu'en termes de cash flow, c'est pas possible pour nous. Mais surtout, c'est 20% du chiffre d'affaires de la boîte cette année, hein, donc on ne peut pas se le permettre forcément. Le modèle économique de l'Arena, c'est une collectivité qui vient vous voir, ou c'est vous qui cherchez un lieu, et quel est l'enjeu économique d'avoir cet ancrage? Donc effectivement, depuis septembre, août, on est installé donc à Évry-Courcouronnes, où il y a une salle de 2500 places à 3000 places dans laquelle on est le club résident, donc sur un modèle contractuel qui est celui du PSG au Parc des Princes ou de l'OM au Vélodrome. C'est vraiment une histoire de rencontre. Cette collectivité, donc Grand Paris Sud, avait d'ores et déjà prévu de réaménager cette salle.
historique. Le Stade français de basket, il jouait dans les années 70, donc on n'a rien inventé en étant présent. Et ils ont eu comme idée marketing d'avoir un positionnement qui était e-sport. Qui est une idée très intelligente de leur part, et il fallait trouver un moyen d'ancrer cette idée. Et nous, de la même manière, on réfléchissait à savoir comment on peut aller plus loin qu'un KCX. Ok, on fait 30 000 une fois ou deux fois, et si on est capable de faire 10 fois 3 000. Et c'est d'un point de vue business impossible à faire si on n'est pas dans un cadre contractuel où on est un club résident. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de rencontre comme souvent, mais de volonté qui était déjà présente. L'avantage, une fois de plus, avec Prime et Kamel, Amine et Kamel, donc Prime et Kameto, c'est qu'on peut retrouver dans les archives très facilement une vision qu'ils ont partagée. Et le Stade, ils en parlaient vraiment à l'initiative, même quand Kameto était tout seul avant d'avoir Prime et en étant en Div 2 de League of Legends, donc on est vraiment dans l'échelon le plus bas qui existe, il y avait déjà cette idée de ce serait cool d'avoir un stade. Donc on va dire qu'une grande partie de notre travail dans les équipes, c'est de rendre leurs rêves réalité, en partant du principe que leurs rêves sont souvent un rêve partagé avec leur communauté. Donc on est à peu près sûr de faire d'une pierre 1000 coups. Et voilà. Toi, tu dois être au milieu de choses assez dingues parce que dans des clubs, on est plutôt habitué à gérer le sportif avec toute la complexité que ça. Et toi, en plus, tu as 2 créateurs qui sont les 2 initiateurs. Et puis, tu le disais tout à l'heure, les têtes pensantes avec notamment sur la partie idée. Comment tu arrives à naviguer au milieu de tout ça ? C'est un travail très intense. Et puis, en fait, le plus difficile, c'est de faire cohabiter les envies de tout le monde. Je dirais que le plus dur pour moi n'est pas de travailler avec Kamel et Amine, parce qu'en fait on a trouvé un modèle dans lequel je suis en réalité CEO du club comme j'étais CEO de mes boîtes précédentes, donc ça change rien du tout. Simplement c'est un challenge plus d'organisation, d'être sur leur créneau horaire, parce que par exemple Kamel il est sur Twitch tous les soirs de 20h30 quand il est en forme. On peut commencer à 22h30 jusqu'à 3, 4, 5h du matin, donc on ne vit pas réellement sur les créneaux horaires. Il doit être 14h30. Je pense qu'il est arrivé au bureau, tu vois, et encore. Donc c'est pas sûr. Donc on n'est pas sur les mêmes créneaux. Je pense que la réalité, c'est que le plus difficile, c'est la fanbase. Mais pour autant, c'est ce qui fait le sel de notre projet. Parce que quand on vit ce qu'on vient de voir, c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'il y a le penser, le conceptualiser, le mettre en œuvre et le vivre. Et puis ensuite, on le revoit, on le re-regarde. Et on peut, parfois, on se pince pour y croire qu'on peut vivre ce genre de choses, parce que c'est pas donné à grand monde. Je taquine souvent nos amis propriétaires qui ont le Racing 92 en leur disant c'est pas mal une salle remplie comme ça, hein. Avec en plus quelque chose qui est assez fort, c'est que vous avez réussi à dissocier le résultat sportif de cet engagement et puis de cette audience, qu'elle soit en ligne ou au stade. Quand sur le sport traditionnel, on est toujours quand même très lié au résultat sportif et on a tous un peu cette idée de dire on va faire un spectacle 1 heure avant, 1 heure après, mais on sait quand même que le sportif tient le truc. Comment vous arrivez à faire que finalement le e-sport soit juste un des objets de la manifestation ? C'est assez difficile parce qu'on est quand même très connecté au succès et on voit la différence. Alors nous, donc on est un club qui est disponible, qui joue sur plusieurs jeux, donc League of Legends, Valorant, Rocket League, TFT, Tekken, Street Fighter. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Si vous n'êtes pas trop jeux vidéo, là je viens de parler chinois, mais bon, ce sont des jeux. Et on a plusieurs équipes sur certains jeux. On a un jeu principal qui s'appelle League of Legends. Et globalement, ma qualité de vie est très liée au thermomètre du succès de cette équipe-ci. Si cette équipe perd, ma vie est un enfer. Si cette équipe gagne, je peux à peu près tout faire. Tout le monde est content. Donc malgré tout, on a quand même ce truc sportif qui est très très fort. Et donc on investit beaucoup, comme dans les clubs de football. 70 à 80% de nos dépenses, c'est les salaires des joueurs. Donc on est dans des modèles qui sont relativement similaires. Mais malgré tout, on a une chance, et je crois que c'est lié à la manière dont le club a été créé. On a la chance d'être un club de storytelling, où les gens sont autant connectés évidemment au succès sportif, c'est très important, on ne peut pas perdre trop longtemps on va dire, mais l'histoire du club qui grandit, c'est quelque chose qui fascine suffisamment les gens pour leur faire oublier le temps d'un moment la défaite. Donc typiquement le fait qu'on ait un stade et qu'on soit les premiers à le faire, le fait qu'on soit les premiers à réunir 30 000 personnes, ils aiment bien ce truc-ci. Il y a un petit côté, alors je suis fan du PSG, mais il y a un petit côté à jamais les premiers. Force est de constater que c'est le cas, à la Carmine, qui est quelque chose sur lequel on joue beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que, parce que je le vois sur moi-même et sur ma relation avec les fans, je pense que mon arrivée qui a donné une couche très entrepreneuriale au projet, avec un côté didactique sur tout ça, les thèmes du business, je sens que ça intéresse beaucoup les gens. Et c'est pour moi la preuve que
la manière dont on fait évoluer le club a autant d'importance que les résultats. C'est pas plus important, ça va pas remplacer les résultats, mais je pense que ça leur permet d'être connectés à l'histoire. Le prix à payer, c'est que si on sort pas des TikTok, si on sort pas des trucs, ils disent qu'on est nul, qu'on doit virer toute l'équipe communication. Si je les suis, on doit virer l'équipe communication toutes les semaines, globalement, les pauvres. Mais ça, je pense que c'est assez unique. J'ai pas vu beaucoup de gens dire la dernière affiche d'annonce d'un match du PSG, elle est nulle, quoi. Nous, tout est décortiqué, ils ont oublié un truc, etc. Donc ça nous pousse à être meilleurs, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Et ce côté entrepreneurial, il est assez fort et assez unique. Tu parlais du modèle économique, il est assez hybride. Explique-nous un petit peu les sources de revenus et puis sur quoi vous travaillez aujourd'hui, avec notamment en toile de fond un investissement massif, je crois 25 millions d'euros pour acquérir une licence pour participer à la catégorie la plus élevée de League of Legends. Oui, alors pour différencier par rapport au sport traditionnel et notamment au football, ce qu'il faut voir, c'est qu'il nous manque deux choses historiquement. Il nous manque les revenus des diffuseurs. On n'a pas de diffuseur puisque tout est diffusé gratuitement sur Twitch, ce qui fait le succès en fait, c'est du marketing gratuit pour les éditeurs de jeux, mais on n'a pas cet argent, cette manne financière qui est très importante dans le football, assez importante dans le rugby, et puis ensuite ça réduit en fonction des sports. Et la deuxième chose qui manque, c'est la billetterie. Évidemment, quand on a un stade, on a une billetterie toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ce qui apporte quand même des revenus qui sont non négligeables à la fin de l'année. En addition, c'est gigantesque. Donc il nous manque historiquement ça. Comment nous, on a décidé de lutter contre ça ? En étant assez à l'équilibre entre le sponsoring, le merchandising et les revenus des éditeurs. Dans les revenus des éditeurs, il y a le frais on est parfois payé pour participer à des ligues, parfois on est payé sur des gains, et on a ce qu'on appelle des digital items, donc c'est un gun Karmine Corp dans un jeu, une voiture Karmine Corp dans Rocket League, etc. Et donc quand les gens l'achètent, on prend un cut de 20 à 40% sur les revenus. Donc avec tout ça, on a un équilibre qui est plutôt sain, et ce qu'on essaye d'apporter maintenant, c'est la billetterie. D'où les arènes. Donc on essaye vraiment de remonter, à la fois de s'inspirer du sport traditionnel, je dirais du sport européen, avec la billetterie, le stade, etc., mais surtout de s'inspirer du sport américain, où on pense qu'ils sont vraiment extrêmement puissants en ce qui concerne les IP. D'ailleurs, c'est pas surprenant que le PSG va recruter des gens qui viennent de la NBA ou de ce type de club, c'est qu'ils sont très bons dans le développement de produits dérivés, de création d'IP. Et donc nous, on a développé un certain nombre d'IP. Donc la Karmine Corp est une marque, évidemment. Le KCX est une marque qui génère entre 2 et 3 millions de revenus chaque année, donc c'est pas négligeable quand même. On a Blue Star, qui est une marque dédiée aux jeunes joueurs, donc c'est des tournois de détection et des équipes à partir de l'année prochaine. On a Légende du club, qui est notre Hall of Fame, et tout ça, c'est des marques déposées qu'on va pouvoir ensuite faire vivre à travers nos piliers, sponsoring, merchandising, content, et déployer ça petit à petit sur tous les échelons. Donc on essaye vraiment d'être un club moderne. Une des particularités aussi, c'est qu'on est à l'équilibre financier, ce qui était le cas en 2023, ce qui sera le cas en 2024. Et c'est quelque chose qui, à l'instar du sport traditionnel, est très rare, y compris dans les clubs e-sport. On est assez heureux en France d'avoir un certain nombre de clubs qui sont plutôt à l'équilibre, avec des tailles évidemment qui vont de petits, intermédiaires à grands comme nous. Mais on est vraiment un territoire très fertile pour l'e-sport, c'est assez impressionnant. Quand on regarde la taille de la population, on a au moins 10 à 12 clubs vraiment solides qui ont des capacités financières plutôt saines. D'un point de vue sportif, est-ce que si vous performez dans cette top league de League of Legends, est-ce que derrière vous avez des gains, un peu comme on peut l'avoir en Champions League par exemple pour le football? Et puis un autre chiffre qui m'intéresse, c'est le nombre de maillots. Je crois que le nombre de maillots vendus est assez dingue. Effectivement, donc on a pu faire l'acquisition de ce qu'on appelle un slot donc dans une ligue majeure qui s'appelle la LEC, donc c'est la Ligue européenne de League of Legends. C'est un modèle à la NBA, donc il y a un nombre de places limité, à savoir 10, et si on veut rentrer, il faut acheter la place de quelqu'un. Donc ça coûte très cher. Nous, on a payé, alors on n'a pas payé, on a signé un contrat dans lequel on dit qu'on doit payer 26 millions d'euros. La réalité, c'est qu'on n'a pas encore tout payé, loin de là. Donc on va voir, jusqu'en 2032, on doit payer. Donc on va voir. Ce serait chouette qu'en 2032, on ait fini de payer. C'est-à-dire qu'on est encore là et qu'on a réussi à trouver un moyen de financer ça. Donc ce serait chouette. Et effectivement, quand on est dans le top 3 de cette ligue, on peut aller au championnat du monde. Et au championnat du monde, on peut ensuite performer et gagner de plus en plus. Malgré tout, c'est un peu particulier, mais sur nos jeux majeurs, donc League of Legends notamment, il n'y a pas particulièrement de bénéfices supplémentaires à la victoire. Un petit peu, mais c'est très marginal. Là où en Ligue des Champions, on gagne en fonction du nombre de matchs joués, des victoires, des défaites. Évidemment, on n'est pas sur les modèles. Une fois de plus, la Ligue des Champions finance grâce à des achats de droits de diffusion qui sont délirants au niveau mondial. Donc évidemment, ça ruisselle.
n'ayant pas ces achats de droits, nous, le ruissellement est un petit peu différent dans l'e-sport par rapport au sport traditionnel. Il y a l'espace numéro 1 de croissance et de conviction pour tout le monde, c'est les items digitaux dans les jeux, que ce soit sur Counter-Strike, que ce soit sur Valorant, que ce soit sur Rocket League ou sur League of Legends. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Par exemple, sur League of Legends, chaque équipe majeure a eu ce qu'on appelle une emote, donc c'est un petit visuel utilisable pour les fans, et on est les plus gros vendeurs en Europe et même au monde cette année, donc on en est très heureux. Quand les partenaires viennent s'associer à vous, à ton avis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Les partenaires viennent parce qu'on est une seringue hypodermique sur la jeunesse française. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont capables de parler aux jeunes et que les jeunes écoutent. On voit bien, c'est un problème d'ailleurs à tous les niveaux, même gouvernemental. Quand la Carmine Corp, quand Kameto, quand Squeezie, quand Gentlemates parlent d'un produit, d'un projet, d'une entreprise, les jeunes vont avoir un taux d'écoute et d'envie de comprendre beaucoup plus important que par des espaces traditionnels pour communiquer. Donc je pense que c'est ça que les marques viennent chercher. Donc c'est du reach, mais c'est aussi de la préférence de marque, c'est de l'engagement. Ça nous est arrivé dans des annonces de partenariat ou de renouvellement d'avoir des salles comme ça qui applaudissent l'annonce de « on a re-signé avec Orange ». Et évidemment, les gens chez Orange, ils sont choqués comment c'est possible d'applaudir un sponsoring. Et en fait, c'est arrivé. Michelin, c'était la même chose, parce qu'on essaye de connecter aussi et de faire comprendre, une fois de plus avec la casquette entrepreneuriale aux fans, voilà à quoi ça sert. Voilà pourquoi il y a écrit Orange ici. Voilà ce que ça finance concrètement. Quand on signe avec Michelin, ça lance cette équipe-ci. Et ça, c'est des choses qui ont beaucoup de force et qui, je crois, font que ça fait partie des bons côtés du modèle de transparence. L'explication, le côté didactique, essayer de prendre le temps et d'accepter que on ne peut pas demander aux gens de comprendre si on ne fait pas l'effort de leur expliquer. Alors il y a beaucoup de frustration, comme dans tout modèle d'éducation, mais malgré tout, ça apporte quand même très très bien ses fruits. Et on essaye aussi d'utiliser cette force éducationnelle sur des sujets qui sont importants. On a notamment le sujet de la santé mentale, qui est un sujet qui est extrêmement puissant malheureusement en ce moment en France. Depuis le Covid, les jeunes vont très très mal. Et on essaye de communiquer. Donc on a lancé une initiative qui s'appelle Blue Heart, qui est une espèce de fondation d'entreprise au service de projets qui touchent les jeunes, mais surtout les sujets de la recherche d'emploi, sur les sujets de la féminisation, sur les sujets du cyberharcèlement, tous ces sujets qui sont vraiment très 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 puissants aujourd'hui chez les 15, 25, 30 ans. On essaye d'avoir un discours. Et simplement le fait qu'on ait un discours là-dessus, ça aide des gens et on essaye de transformer cette puissance de frappe en quelque chose de positif pour tout le monde, au service des sponsors parfois, mais aussi surtout au service de nos fans. Du coup, cette communauté qui engage énormément avec des gens très jeunes, du coup, vous avez une responsabilité très forte aussi. Comment tu arrives à éviter les polémiques, à contrôler les publications des différents intervenants? Et puis raconte-nous peut-être 2-3 anecdotes. Bon, alors les polémiques, je ne les contrôle pas. Je surfe à travers les polémiques et j'essaye d'esquiver les secousses avec plus ou moins de réussite. Quand on a une communauté aussi engagée, tout est polémique. Tout sujet, par nature, peut être orienté pour être une polémique. Donc, ce qu'il faut, c'est faire les choses bien pour être sûr d'être en capacité de répondre sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je vous parle, et tout ce que j'essaye de dire sont des choses sur lesquelles je sais que si quelqu'un tweet et que ça fait 100 likes et que les fans le voient et que machin, je serai en capacité de répondre, bah voilà, j'étais là pour expliquer ça, en fait je bosse avec eux sur ça, nanana, voilà pourquoi je dis ça, c'est pour signer Pierre, Paul, Jacques, et qu'on gagne plein d'argent pour tout dépenser sur un joueur. Voilà, donc globalement, comme ça, vous avez tout le schéma. Mais voilà comment on essaye de lutter contre les polémiques et de surfer à travers les problèmes. Ensuite, sur la communication des fondateurs, ce sont des stars, donc par nature, moi je les traite comme tels. Quand je dis star, c'est au sens de talent, pas au sens de on est star, on fait ce qu'on veut. C'est au sens de talent créatif, donc naturellement avec beaucoup d'émotionnel, et ça fait partie du jeu. C'est aussi beaucoup de pression. Faut imaginer que Kamel, il est en live 8 heures par jour, donc il doit répondre à des tonnes de commentaires tout le temps. Et puis, faut imaginer, je le vis modestement, mais quand ils ouvrent Twitter, tu as 2000 messages, 2000 arrobas, Instagram pareil, etc. Donc, il y a une forme de frénésie qui peut être assez compliquée. Donc, là-dessus, moi, j'essaye de leur donner le maximum d'informations, leur permettant une fois de plus de réagir dans la bonne direction.
Enfin, c'est un peu le même fonctionnement, c'est de leur donner les armes et puis ensuite ils font ce qu'ils veulent et quand ils ont ce qu'on appelle les takes, donc des prises de parole, on s'adapte et puis hop, parfois on rebondit, tu t'es un peu trompé et hop, on essaie de rééquilibrer les choses et puis voilà, après ce qui est amusant c'est que et parfois fatigant, c'est que parfois il faut aussi donner de soi. Donc un moment on a annulé un partenariat et je sentais que Kamel en live, donc il devait être 23h45, était pas hyper à l'aise sur le sujet parce que c'était un truc politique, c'était un peu touchy, etc. Bon je lui ai dit, écoute, je lui ai envoyé un WhatsApp et je lui ai dit, écoute, là tu vas pas t'en sortir, mets-moi sur Discord. Et puis je suis apparu en live pour raconter le truc avec mes mots et ça permettait aux fans de mieux comprendre et d'éviter de le mettre dans une situation difficile. Donc on a tout un travail de mettre nos créateurs, fondateurs mais pareil pour les joueurs et les joueuses, dans des conditions de réussite, quitte à accepter parfois le côté qui peut être potentiellement injuste, notamment sur les joueurs et joueuses. Parfois on vient au secours alors qu'ils ont merdé, mais bon, ce qui compte c'est que nos protégés soient dans la meilleure situation possible. Plus ils brillent, plus la boîte brille, mieux la boîte se porte. Donc tout est connecté et c'est très très important. Donc il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres. La semaine du KCX en a été une, mais à la fin, 10 jours plus tard, tout va bien, on avance. L'avantage de vivre avec beaucoup de secousses, c'est que on est très habitué à ça. C'est une marque puissante, mais qui est aussi très dépendante de ses deux fondateurs. Comment tu vois cette fébrilité? Comment tu essaies de l'anticiper si demain, pour X raison, une brouille entre eux ou même un incident de vie, comment tu arrives à construire tout en imaginant le pire? En fait, moi j'ai toujours vu les fondateurs comme un plus, en me disant si on est capable de faire ça avec eux et qu'il y a des clubs qui arrivent à faire des choses aussi bien sans eux, si demain ils sont plus là, ça fera une petite chute et ça remontera, tout simplement. Donc oui, on est dépendant dans la limite de ce qu'on se donne comme dépendance. Et je pense qu'on l'est moins aujourd'hui qu'on l'était il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, quand je suis arrivé, il l'était déjà moins que 2 ans avant. Donc c'est quelque chose qui a tendance à baisser, mais ce qui nous permet en fait, à l'inverse, de réaccélérer sur eux. Moi, je crois que le meilleur moyen de faire d'une faiblesse, de lutter contre une faiblesse théorique, c'est d'en faire une force. Et en fait, on les affiche, on les met en avant, on fait de leur storytelling quelque chose de puissant qui est incomparable. Et donc, c'est de se dire, on survivra à tout, quoi qu'il en soit. Et donc, on va essayer d'utiliser tant qu'on le peut avec eux le maximum de ce qu'ils ont à nous offrir. Et voilà. Et puis, en fait, ça ne se voit pas, mais en les mettant plus en avant sur certains sujets, en réalité, on les a décorrélés d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kameto n'est plus présent dans la plupart des contrats de sponsoring, alors qu'au début, si on ne mettait pas une ligne Kameto, c'était difficile de signer des sponsors. C'est plus le cas. Pour la première fois au KCX4, il y a un match qui n'a pas été commenté par Kamel. Ça paraît rien, mais c'est la première fois en 5 KCX, parce qu'en réalité le 4 c'est le 5e. Comme l'UFC, il y a des numérotés, des non numérotés, mais c'est la première fois qu'il y avait un match qu'il ne commentait pas. Ça paraît rien, mais pour lui c'est énorme. C'est-à-dire que pour la première fois, il a pu se reposer pendant 40 minutes, prendre du recul pour ensuite repartir au front sur un show qui dure 7 heures. C'est des micro-détails, mais qui en réalité sont tout à fait stratégiques, réfléchis, pensés, pour avancer petit à petit. Donc on crée des nouveaux talents. On a Elidia et Fugu, par exemple, sur Valorant, qui sont deux super talents. On essaye de mettre de plus en plus les joueurs en avant, les joueuses en avant. Et avec tout ça, on arrive à la fois continuer d'investir beaucoup sur eux, parce qu'honnêtement, on le fait à mort, mais en réalité, de retirer des choses qui leur incombaient les unes après les autres. Avant de donner la parole à la salle, on a beaucoup vu ce mouvement de clubs, de fédérations qui investissaient dans des équipes e-sport. Est-ce qu'un jour, il y aura une équipe sportive qui sera une équipe qui sera rachetée ou sponsorisée ou dans le sens de vous vers ce sport physique? C'est tout à fait possible, puisqu'il y a déjà eu des discussions par le passé, donc il y a beaucoup de choses qui sont jouables. Maintenant, la difficulté sur les sports majeurs comme le football, c'est que financièrement, c'est difficile quand même, donc on n'a pas la solidité du tout pour le faire. Notre communauté, moi je suis très rugby, mais notre communauté ne l'est pas particulièrement, pas plus que ça. Donc après, il y a des sports, je pense principalement aux sports américains, le basket. On a sorti une collection de baseball qui s'est super bien vendue, le football américain parce que Prime vient historiquement de ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles on peut réfléchir. Maintenant, le club a 4 ans, il faut qu'on atteigne une solidité financière qui fait qu'on sera en capacité de faire cet investissement-ci. Par contre, je suis à peu près sûr que dans les années à venir, il y aura des clubs de sport majeurs contrôlés par des influenceurs, détenus ou co-détenus par des créateurs de contenu,
et potentiellement une ou deux équipes e-sport qui se lancera sur des choses assez amusantes. Mais il faut bien le faire. Et on fait déjà tellement de choses qu'on peut le bien faire. Maintenant, on a un stade. Donc on peut imaginer beaucoup de choses dans ce stade. Merci Arthur.